En rentrant du travail, toutes mes affaires étaient sur la pelouse. Mon père m'a chassé, me traitant de parasite. Ma sœur a jeté mon sac. Sans un mot, j'ai tout mis dans ma voiture, je les ai regardés et j'ai juré qu'ils le regretteraient. 10 jours plus tard, mon téléphone explosait d'appels et de messages paniqués. Mon nom est Solange Leroy. J'ai 28 ans. Et la nuit où mon père a jeté ma vie sur la pelouse, je venais de terminer un quart de 12 heures à aider à maintenir en vie un Terre-Neuve brûlé. Je sentais encore l'antiseptique et la fourrure mouillée quand je me suis engagé dans l'allée et que j'ai vu mon sac de sport éventré dans l'herbe, mes blouses chirurgicales emmêlées autour d'une lampe cassée, mon manteau d'hiver à moitié dans le parterre de fleurs. Et une boîte de photos d'enfance renversée comme des ordures. Il se tenait là, sous la lumière du Porsche, son téléphone levé, m'enregistrant comme si humilier sa fille était du contenu. Ma mère se tenait derrière lui, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Ma sœur Harry a donné un coup de nez à l'une de mes caisses de transport avec sa basket, faisant glisser une pile de certificats encadrés dans la rue. Tu as 28 ans, a aboyé mon père assez fort pour que les voisins entendent. Tu nous suces jusqu'à la moelle comme un satané vampire. Je te veux dehors ce soir. Les gens de l'autre côté de la rue étaient assis sur leur Porsche, faisant semblant de ne pas regarder, mais ils n'ont rien manqué. J'ai regardé le téléphone, j'ai pointé mon visage et j'ai souri droit dans la caméra. Avez-vous déjà été traité de parasite par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Car à cet instant précis, quelque chose en moi est devenu froid. J'ai chargé chaque petite chose dans ma voiture sans pleurer, sans supplier, sans leur donner la scène qu'ils voulaient. Puis je me suis approché d'eux trois et j'ai dit très doucement, « J'espère que vous dormirez bien cette nuit, car un jour, aucun de vous ne dormira du tout. » Je ne suis pas allé chez une amie en premier. Je ne me suis pas assise en sanglotant dans un parking non plus. J'ai conduit 3 sorties vers le sud, me suis garé derrière une station-service ouverte 24h24, et j'ai écouté la note vocale que j'avais enregistrée par accident en rassemblant mes affaires. Mon père criant, ma sœur riant, ma mère disant « Laisse-la partir, Richard. » Elle s'est cherchée ça toute seule. Je l'ai rejouée 3 fois, non pas parce que j'aimais ça, mais parce que j'avais besoin de l'entendre assez clairement pour ne jamais la réécrire plus tard avec des adoucissements. Les familles comme la mienne survivent en vous faisant douter de votre propre mémoire. Au matin, ils auraient qualifié cela de malentendu. D'ici la semaine prochaine, ils auraient dit que j'étais dramatique. Pour Noël, ils auraient dit à tout le monde que j'étais parti en claquant la porte pour rien. Mais l'enregistrement ne mentait pas. J'ai passé cette première nuit dans un motel de séjour prolongé avec une lumière de salle de bain vacillante, 2 barres de céréales du distributeur automatique, et une règle stricte. Je n'y retournerai jamais. Vers 1h30 du matin, mon téléphone s'est illuminé de 6 appels manqués. Puis 11 messages, puis 20. Mon père exigeait de savoir où j'étais. Ma mère disait que j'agissais de manière instable. Ma sœur a envoyé « MDR, amuse-toi bien à payer pour tout toi-même ». Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai pris des captures d'écran, créé un dossier et les nommé quand ils commenceront à mentir. Cela peut sembler mesquin, mais lorsque les gens vous humilient en public, la documentation n'est pas de la mesquinerie. C'est une armure. Le lendemain matin, j'ai appelé la seule personne à qui je faisais confiance pour dire la vérité, même quand ça faisait mal. Noël Dubois, le secouriste que j'avais rencontré 2 ans plus tôt en apportant un bigle en crise aux urgences à 3 heures du matin. Noël n'a pas commencé par de la pitié, il a dit « Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Ne les protège pas. » Alors je l'ai fait. Chaque mot, chaque regard, chaque petit théâtre que mon père avait mis en scène pour le voisinage. Noël est resté silencieux une seconde, puis a demandé, s'il t'appelait ce soir en pleurant, « Est-ce que tu retournerais ?» J'ai fixé le rideau du motel et je me suis surprise de la rapidité de la réponse. « Non, c'est bon, a-t-il dit. Arrête d'agir comme si c'était une rupture que tu pourrais réparer. C'est un incendie dont tu viens de sortir. » Cela m'a frappé fort parce qu'il avait raison. Je n'avais pas été expulsé d'un foyer aimant. J'avais échappé à un système construit sur la honte. Devant un café brûlé dans le hall du motel, j'ai ouvert ma galerie de photos et j'ai supprimé tous les selfies de famille où j'avais souri trop fort. Anniversaire, barbecue, matin de Noël, cette fausse normalité que j'avais passé des années à jouer. Ensuite, j'ai commencé à chercher des chambres à louer, des quarts de travail supplémentaires, et toute ouverture qui me rapprocherait du programme de certification que j'avais reporté pendant 3 ans.
parce que mon père n'arrêtait pas de dire que les carrières sérieuses étaient pour les enfants qui finissent ce qu'ils commencent. J'avais déjà fini plus que ce qu'ils n'en avaient jamais vu. Sauver des animaux, maintenir des étrangers ensemble au milieu de la nuit, payer la moitié de leurs courses quand ma mère oubliait sa carte. Et soudain, j'ai compris quelque chose de laid. Ils ne m'avaient pas mise à la porte parce que j'étais faible. Ils m'avaient mise à la porte parce que j'avais cessé d'être utile de la manière qui leur plaisait. Avez-vous déjà conduit en tremblant tellement fort que vous pouviez à peine tenir le volant, mais en souriant quand même? Parce qu'au fond, vous saviez que les gens qui se moquaient de vous venaient de commettre la pire erreur de leur vie. Moi, oui. Étage 10 jours plus tard, ils m'ont donné raison. Au 3e jour, j'avais un tarif hebdomadaire au motel, 2 quarts de travail supplémentaire de nuit à l'hôpital pour animaux, et exactement 341 € restants après essence, nourriture et stockage. Cela aurait dû m'effrayer plus que ça ne l'a fait. Au lieu de cela, je me sentais étrangement lucide. Personne ne claquait d'armoire parce que je rentrais tard du travail. Personne ne comptait le nombre de douches que je prenais. Personne ne m'appelait égoïste pour avoir acheté mes propres barres protéinées pendant que ma sœur commandait à emporter avec la carte de ma mère. À l'hôpital, le chaos avait un sens. Un berger heurté par une voiture est arrivé à 2 heures du matin et j'ai agi d'instinct, main stable, geste précis, pas de panique. Ma superviseure, Dr Élise Mercier, l'a remarqué à la fin du quart de travail. Elle a dit, Solange, tu fais déjà le travail de quelqu'un qui devrait être dans notre filière chirurgicale avancée. Pourquoi n'as-tu pas postulé? J'ai failli rire, car qu'aurais-je dû dire? Que j'avais passé des années piégé dans une maison où l'ambition était traitée comme une trahison si elle ne bénéficiait pas d'abord à tout le monde? Au lieu de cela, j'ai dit, mauvais timing. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a répondu, alors peut-être que c'est enfin le bon timing. Le même après-midi, Noël m'a rejoint devant un restaurant près de l'autoroute. Il a glissé un bloc-notes jaune sur la table. Dessus, il avait écrit 3 choses, logement, certification, limite. Ce sont tes seules priorités, a-t-il dit. Pas te défendre, pas t'expliquer, pas chercher à obtenir une conclusion. Il m'a défié à nouveau. Dis que ton père se présente en pleurant. Ta mère dit qu'elle est malade d'inquiétude. Ta sœur dit que la famille se désintègre. Qu'est-ce que tu fais? J'ai remué mon café et j'ai dit, je la laisse se désintégrer. Noël a donné un hochement de tête bref, comme si j'avais enfin parlé le langage de la survie. Nous avons fait un plan. J'ai postulé pour la voie de certification de technicienne chirurgicale de l'hôpital. J'ai trouvé une chambre au-dessus du garage d'un mécanicien à la retraite, appartenant à une veuve nommée Madame Delphine, qui demandait un loyer équitable et ne posait aucune question invasive au-delà de savoir si je fumais ou si j'avais des animaux. Puis j'ai fait quelque chose qui semblait petit mais qui comptait plus que je ne l'avais prévu. J'ai changé mon contact d'urgence de ma mère à Noël. C'était un simple toucher sur un téléphone, mais cela ressemblait à couper un fil. Pendant ce temps, les messages de la maison ont changé de ton. Mon père a cessé de m'appeler paresseuse et a commencé à demander où était le titre de propriété de la voiture. Ma mère voulait savoir si j'avais déplacé quelque chose d'important. Ma sœur a envoyé un SMS, as-tu le login du portail des services publics? Voilà. Aucune inquiétude, aucune excuse, juste un désagrément. C'est là que j'ai réalisé que ma disparition n'avait pas d'abord créé du chagrin dans cette maison. Elle avait créé du travail. J'étais celle qui gérait les renouvellements de médicaments pour le chien, les paiements de factures en ligne, les commandes de courses pour ma mère, et les courses à la pharmacie quand mon père était trop fatigué après le travail. Je n'étais pas un fardeau. J'étais une infrastructure non rémunérée. Une fois que j'ai vu cela, toute l'histoire familiale s'est effondrée. À la fin de cette semaine-là, j'ai emménagé dans l'appartement du garage de Madame Delphine avec 2 sacs de sport, une chaise pliante et un matelas trouvé sur le bon coin. L'endroit sentait légèrement la sueur et la vieille peinture. C'était parfait. Lors de ma première nuit là-bas, je me suis assise par terre mangeant des nouilles ramen à emporter directement du carton, entouré de cartons non déballés, et j'ai écouté le silence. Un vrai silence. Pas le genre chargé avant une dispute. Pas le genre faussement paisible où tout le monde est à un commentaire de la guerre ouverte. Un vrai silence. Mon téléphone a vibré à nouveau. Mon père. Ce petit numéro a duré assez longtemps. Ma sœur.
Papa est furieux parce que tu n'as pas payé le rappel d'assurance auto de maman et maintenant elle a des frais de retard. J'ai éclaté de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Les personnes qui avaient jeté mes affaires dans la cour découvraient maintenant à quel point une partie de leur vie d'adulte reposait silencieusement sur la fille qu'ils traitaient d'inutile. Et pour la première fois depuis mon départ, la vengeance n'avait pas l'air de cri strident. Elle ressemblait à l'absence. Elle ressemblait à les laisser ressentir chaque once du travail que j'absorbais autrefois. Dites-moi ceci. Si votre famille ne remarque votre valeur qu'après que vous avez cessé de les porter, vous aimez-ils vraiment, ou louez-ils simplement votre loyauté gratuitement? Les jours 6 à 10 ont été ceux où le véritable dénouement a commencé. Je le sais parce que Madame Delphine, ma nouvelle propriétaire, connaissait en fait la moitié du lotissement où j'ai grandi. Elle ne faisait jamais de potins méchants, mais elle croyait aux faits, et les faits continuaient de lui parvenir. Le jour 6, elle a frappé à ma porte avec un plat de gratin et a dit « Chérie, ton papa criait dans l'allée ce matin, assez fort pour 3 maisons. » Je n'ai rien dit. Et elle a ajouté « Les hommes ne deviennent bruyants que lorsque le public qu'ils voulaient n'a pas applaudi. » Plus tard cette nuit-là, ma sœur m'a envoyé un long SMS qui commençait par « Tu es incroyable » et se terminait par « Maman a pleuré à Carrefour. » Je n'ai pas répondu. Le jour 7, Noël a appelé après son quart de travail et a dit avoir effectué un transport près de mon ancien pâté de maison. Ton père était dans la cour avant en train de se disputer avec un technicien de câble, a-t-il dit. Apparemment, quelqu'un a oublié le mot de passe du compte. Encore une fois, pas du chagrin. Du travail. Le jour 8, ma mère a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas et a laissé un message vocal qui commençait par des larmes et se terminait par une accusation. Elle a dit que je punissais la famille, que je les embarrassais, que je faisais parler les voisins, et que je transformais mon père en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Cette partie m'a presque fait rire. Richard Leroy avait toujours été exactement ce qu'il était. La seule différence maintenant était que sa cible était partie. Le jour 9 est arrivé le message qui m'a tout dit. Ce n'était pas de la famille. C'était d'un de mes anciens collègues dont la tante habitait à 2 portes de chez mes parents. Et, je ne sais pas si c'est mon rôle, mais les gens du quartier parlent. Ton père a filmé ce truc sur la pelouse et apparemment l'a montré à quelqu'un au travail comme si ça prouvait quelque chose. Ça s'est retourné contre lui. Les gens pensent que ça le fait paraître cruel. J'ai lu ce message 3 fois. Alors, voulait-il que je parte ou voulait-il une exécution publique et des applaudissements? Parce que ce ne sont pas la même chose. Je suppose qu'il pensait qu'en m'humiliant, il aurait l'air d'un parent sévère forçant enfin sa fille profiteuse à grandir. Au lieu de cela, il ressemblait à un homme qui rejetait publiquement son enfant pour le sport. Et la beauté de la cruauté publique, c'est que parfois le public ne prend pas parti pour la personne cruelle. Le soir même, mon téléphone a commencé à exploser plus fort qu'avant. 88 messages au total à 2h30 du matin. Richard, où es-tu, bon sang? Richard, réponds-moi immédiatement. Tessa, mec, papa est vraiment en panique là. Maman à 2h12 du matin. Ça doit s'arrêter maintenant. Rappelle-moi immédiatement. Puis un de ma sœur qui était différent des autres. Il n'arrive pas à dormir. Je me suis assise sur le bord de mon matelas fixant celui-là. Pas parce que j'avais pitié, mais parce que je me souvenais de la lumière du Porsche sur le visage de mon père quand il m'avait dit de partir. Comme il était stable. Comme il était certain. Les hommes comme lui pensent toujours que les conséquences appartiennent aux autres. Ils pensent que la rage d'aujourd'hui disparaît au matin et que tout le monde est censé se réinitialiser. Mais la honte est amusante. Quand elle revient enfin, elle ne frappe pas poliment. Elle défonce la porte. L'après-midi suivant, pendant que j'aidais à préparer un Golden Retriever pour une chirurgie abdominale d'urgence, Dr Mercier m'a tiré à part. Ma demande de certification avait été acceptée. Non seulement cela, mais l'hôpital était prêt à couvrir la majeure partie des frais si je m'engageais dans la filière chirurgicale d'1 an. J'aurais dû fondre en larmes sur le champ. Au lieu de cela, j'ai ressenti cette profonde, presque privée, vindicte. La même semaine où mon père perdait la tête parce que j'avais cessé de gérer son foyer. J'accédais à la carrière qu'il avait toujours laissé entendre que je n'étais pas assez sérieuse pour mériter. Ce soir-là, après mon quart, j'ai finalement écouté tous les messages vocaux. Mon père n'était plus furieux dedans. Il avait l'air épuisé. Ma mère avait l'air paniquée.
Ma sœur avait l'air effrayée d'une manière très égoïste et enfantine. Le genre de voix que prennent les gens lorsque le système familial qui les protégeait commence à se retourner contre eux aussi. Madame Delphine m'a dit plus tard qu'elle avait entendu une autre altercation à la maison. Mon père accusant Tessa d'avoir commencé les choses sur la pelouse. Tessa criant en retour qu'il avait tenu le téléphone en premier. Ma mère sanglotant qu'ils avaient tous besoin que je répare ça. Pour réparer ça. C'était le mot qui m'a touché. Parce que vous êtes-vous déjà demandé si votre famille se désintègre parce que vous êtes parti ou parce que pour la première fois, il n'y a plus personne sur qui faire reposer le poids? La réponse était enfin évidente. Je n'étais pas la cause de leur dysfonctionnement. J'étais le coussin qui le cachait. La première fois que j'ai répondu à mon père après mon départ, ce n'était pas parce que j'avais adouci. C'était parce que je voulais la vérité dans sa propre voix. 10 jours après qu'il ait jeté mes affaires dehors, il a appelé pendant que j'étais dans la salle de repos de l'hôpital en mangeant des craquelins d'un distributeur automatique. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone avant de décrocher. Quoi? J'ai dit. Il n'a même pas commencé par bonjour. Où diable es-tu? Au travail? Ne sois pas insolente avec moi. Même ton, même droit de propriété. Comme si l'expulsion avait été une tactique parentale et non une rupture. Il s'est lancé dans un discours sur ma mère stressée, Tessa impossible, les voisins qui parlaient, les factures impayées, et à quel point j'étais égoïste de disparaître alors que la famille était déjà sous pression. Je l'ai laissé parler. Puis il a dit la chose que je n'oublierai jamais. Si tu ne rentres pas et n'aides pas à régler ça, je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre de fille tu es. Je me suis penché en arrière sur cette chaise en plastique rigide et j'ai fixé le mur de l'hôpital pendant qu'un sourire se dessinait sur mon visage. Voilà. Pas de préoccupation, pas de remords. Gestion de réputation. Du chantage déguisé en valeur familiale. Vous voulez dire que je devrais raconter aux gens que vous avez jeté les affaires de votre fille sur la pelouse en filmant? J'ai demandé. Silence. Allez-y, papa. Un autre silence, plus court cette fois, mais plus méchant. Tu te crois fort maintenant parce que tu as des gens qui te bourrent le crâne? Non, j'ai dit. Je crois que je suis forte maintenant parce que j'entends mes propres pensées pour la première fois. Il a commencé à hausser la voix, mais je l'ai interrompu. Et juste pour être clair, j'ai enregistré cet appel. Le silence qui a suivi était si pur qu'il semblait presque sacré. Il a raccroché sans un mot de plus. Je suis resté assise là une seconde, puis j'ai ri. Pas un rire mignon, celui qui sort d'une personne qui a enfin vu tout le truc. J'ai envoyé le fichier audio dans un dossier cloud privé à côté de l'enregistrement original de la pelouse. Puis je suis retourné au travail et j'ai aidé à stabiliser un husky en état d'effondrement comme si ma vie ne changeait pas d'heure en heure. Ce soir-là, Dr Mercier m'a officiellement offert la place pour la filière chirurgicale sponsorisée et une augmentation avec des responsabilités supplémentaires. J'ai accepté sur le champ. Elle m'a serré la main et a dit, « Tu as ta place ici, Solange. » C'était une phrase si simple, mais je la gardais comme une chaleur dans ma poitrine, car à la maison, l'appartenance avait toujours été conditionnelle. Au travail, elle se gagnait. Quand je suis rentré à l'appartement, Madame Delphine arrosait ses tomates. Elle a regardé et a dit, « Votre vieux est passé. » Mon estomac s'est noué. Elle a haussé une épaule. Je ne l'ai pas laissé entrer. Je lui ai dit que s'il voulait crier, il pouvait le faire depuis la propriété publique où tout le monde pouvait entendre. J'aurais pu l'embrasser. Elle m'a tendu une serviette en papier plié avec un numéro écrit dessus. Il avait laissé son numéro de téléphone comme si je l'avais égaré. Puis elle a dit quelque chose d'encore mieux. D'ailleurs, les gens parlaient pas de la manière dont ils l'espéraient. Les hommes qui jettent les affaires des femmes dans la cour ne se rétablissent généralement pas socialement aussi bien qu'ils le pensent. Apparemment, l'un des voisins d'en face avait dit à quelqu'un à l'entrepôt de mon père que tout l'incident paraissait dérangé. Et à partir de là, l'histoire s'est répandue. Rien de spectaculaire. Il n'a pas perdu son emploi ou quoi que ce soit d'incroyable. Mais on le regardait différemment, jugé, discrètement évité. Le genre de conséquences qui empêchent les hommes fiers de dormir la nuit. Ma sœur a envoyé un SMS vers minuit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il marche comme un psychopathe. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard,
elle a ajouté, maman dit que c'est allé trop loin. Celle-là, j'y ai répondu. J'ai écrit, c'est allé trop loin la nuit où il a mis mes affaires sur la pelouse. Elle l'a lu immédiatement. Aucune réponse. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas qu'ils souffraient. C'était que la souffrance les avait enfin rendus conscients que j'existais en tant que personne réelle, pas un rôle, pas une utilité, une personne. Et je sais que certaines personnes diraient que la vengeance devrait être plus bruyante, plus cruelle, plus tape à accent grave-l'œil. Mais il y a un type de vengeance spécifique à devenir indéniable pour les personnes qui ont bâti leur confort sur le fait de vous nier. Avez-vous déjà entendu le même parent qui vous traitait autrefois de sans valeur menacer soudain de ruiner votre nom parce qu'au fond, ils savent que le vôtre pourrait survivre plus longtemps que le leur? C'était le moment où j'ai su que j'avais déjà gagné. 2 jours plus tard, mon père s'est présenté en personne. Pas à mon ancienne maison, pas au motel, mais devant l'appartement du garage de Madame Delphine juste après le coucher du soleil, juste au moment où les lampadaires s'allumaient et que le quartier devenait assez calme pour que chaque mot porte. J'ai vu son camion avant de le voir, lui. Puis le coup. Fort, impatient, familier. Mon corps a réagi avant mon esprit. Épaules tendues, pouls en hausse, cette vieille appréhension se réveillant comme si elle n'était jamais partie. Mais je n'ai pas gelé. J'ai ouvert la porte avec la chaîne toujours en place. Richard Leroy avait l'air pire que je ne l'avais jamais vu. Pas brisé, pas humilié, juste effiloché, les yeux rouges, la mâchoire serrée, portant la même veste de travail comme s'il y avait dormi. « Nous devons parler » a-t-il dit. « Nous parlons maintenant » ai-je répondu. Il a jeté un coup d'œil au-delà de moi dans l'appartement, observant l'étagère de seconde main, la table pliante, les boîtes non déballées. Je pouvais voir le jugement essayer de monter en lui, mais il n'atterrissait pas comme avant, car cet espace, aussi minuscule soit-il, était le mien. « Ta mère est dévastée » a-t-il dit. « Ta sœur pleure tous les jours. Ça a duré assez longtemps. C'est toi qui m'as mis dehors. » J'étais en colère. « Tu as filmé ça. » Son visage a tressauté. Je n'ai pas pensé exactement. Ça l'a touché. Il a changé de ton, essayant une approche plus douce qui lui sonnait étrange. « Solange, tu sais, je voulais juste que tu te débrouilles toute seule. » J'ai presque admiré la réécriture, l'audace d'un homme d'allumer une allumette, puis de décrire le feu comme de la motivation. « Je me débrouille toute seule » j'ai dit. « C'est ça qui te dérange. » Il avait l'air vraiment surpris. Et dans cette seconde, j'ai compris quelque chose. Le contrôle avait toujours été plus facile pour lui tant que je voulais encore son approbation. Une fois que j'ai cessé de la rechercher, il n'avait plus rien d'assez fort pour me ramener. Puis il s'est approché trop près de la porte et a baissé la voix. « Tu me fais passer pour un monstre. »« Pav, tu m'as blessé. »« Pav, je suis désolé. »« Pav, j'avais tort. »« Mais que tu me fais passer pour un monstre. » J'ai ri droit dans son visage. « Je ne vous fais passer pour rien. Vous l'avez fait vous-même. » Il est devenu rouge. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Vous voulez dire après tout ce que j'ai fait pour vous? J'ai demandé. Qui gérait les médicaments de maman quand elle oubliait? Qui payait la moitié des courses? Qui restait à la maison le week-end pour les livraisons, les papiers, le chien, les factures? Qui? Il n'a pas répondu parce qu'il ne pouvait pas. Le silence entre nous était rempli de chaque tâche invisible que j'avais portée tout en étant traité de fardeau. Puis il a dit quelque chose de plus laid, de plus bas. Les familles ne survivent pas avec des filles comme toi. Peut-être voulait-il dire des filles désobéissantes. Des filles témoins. Des filles qui cessent de s'agenouiller sous des récits construits pour les écraser. Je ne sais pas. Mais j'ai ouvert la porte juste assez pour le regarder droit dans les yeux et j'ai dit, alors peut-être que la famille que vous avez construite ne devrait pas survivre. Il a tressailli. Il a réellement tressailli. Derrière lui, la lumière du porche de Madame Delphine s'est allumée. Un rideau de l'autre côté de la rue a bougé. Quelqu'un regardait. Bien. Laissez-les. Il a tenté une dernière manœuvre et a tendu la main vers moi à travers l'entrebâillement de la porte, mais j'ai reculé. Partez, ai-je dit. Maintenant, Solange, par avant que je ne passe l'enregistrement de tes menaces contre moi à tout le pâté de maison. Cela a mis fin à la conversation. Il m'a regardé comme s'il voyait une étrangère.
Peut-être parce que c'en était une. Puis il s'est retourné, est monté dans son camion et est parti trop vite. La seconde où il a disparu au coin de la rue, mes genoux ont faibli, mais je n'ai pas pleuré. J'ai verrouillé la porte, me suis appuyé contre elle, et j'ai respiré à travers l'adrénaline jusqu'à ce qu'elle passe. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Madame Delphine. Fierté de toi. Aussi, ton père a filé comme un idiot et a failli heurter une poubelle. 20 minutes plus tard, Noël a appelé et est resté en haut-parleur pendant que je faisais la vaisselle, juste pour que je ne reste pas assise dans le noir à rejouer tout ça. Puis il y a eu un autre SMS, cette fois d'un ancien voisin. J'essaie pas de mettre le bazar, mais ton père est beaucoup critiqué. Les gens ont entendu assez ce soir pour remettre les choses en place. Rien de cartoonesque ne s'est passé. Pas d'effondrement instantané, pas de punition incroyable. Ricanement juste le coût social constant d'être publiquement reconnu comme l'homme qui a mis sa fille dehors puis l'a traquée, exigeant toujours l'obéissance. Et pour les hommes comme Richard, ce genre d'exposition fait plus mal que les cris. Je ne vais pas mentir et dire que je n'ai rien ressenti. Il y avait du chagrin là-dedans. Il y en a toujours quand on ferme une porte sur un parent, même un qui vous a forcé la main. Mais il y avait aussi quelque chose de dangereusement proche du soulagement. Alors laissez-moi poser la question que la plupart des gens sont trop polis pour poser à voix haute, quand votre père se tient dehors en mendiant le contrôle dans le langage de la famille et que vous lui claquez toujours la porte au nez, êtes-vous cruel? Ou goûtez-vous enfin à ce que le pouvoir ressent après des années sans en avoir eu? Une semaine plus tard, l'événement qui a tout lié s'est produit. Une collecte de fonds pour le sauvetage d'animaux dans le parc près de mon ancien quartier. Notre hôpital en était le sponsor chaque printemps. Et comme j'avais rejoint le programme de filière chirurgicale, Dr Mercier m'a demandé de représenter la clinique à la tente d'accueil. J'ai envisagé de refuser la mission quand j'ai réalisé où elle se tenait. Puis j'ai appris que mes parents assistaient à un pique-nique communautaire qui se tenait de l'autre côté du même parc dans le cadre d'une initiative de l'association de quartier. Évidemment. Richard Leroy aimait un décor avec des témoins. Alors j'y suis allé, non pas pour une conclusion, non pas pour une réconciliation, mais pour mon travail, mon avenir, et parce que j'avais fini d'aménager ma vie pour éviter les gens qui avaient essayé de la briser. J'ai porté des blouses chirurgicales bleu marine propres avec le logo de l'hôpital, j'ai accroché mon nouveau badge, j'ai attaché mes cheveux, et j'ai passé la première heure à enregistrer des chiens en famille d'accueil, à répondre aux questions des familles. Et à aider un petit garçon à surmonter sa peur de toucher un pitbull croisé nommé Rosie. J'étais bonne dans ce que je faisais, calme, compétente, utile d'une manière qui n'avait rien à voir avec le service de l'ego de ma famille. Vers midi, je les ai vus de l'autre côté du champ. Ma mère à une table pliante, ma sœur tenant des assiettes en carton, mon père riant trop fort avec deux voisins, jouant la normalité si fort que ça semblait douloureux. Puis quelqu'un m'a remarqué en uniforme. Non pas comme la fille sur la pelouse, mais comme la professionnelle vétérinaire aidant à organiser un événement. Cela a changé l'air instantanément. Une femme que je reconnaissais d'en face est venue droit vers moi et a dit « Solange, chérie, je n'avais aucune idée que tu travaillais dans les soins d'urgence pour animaux. C'est merveilleux. » Merveilleux. Mot drôle, considérant que la dernière fois qu'elle m'avait vu, mes affaires étaient dans l'herbe. Un autre voisin a demandé si c'était vrai que j'étais dans un programme de formation spécialisé. Dr Mercier, qui avait entendu, a répondu pour moi. C'est l'une des meilleures techniciennes que nous ayons. Assez fort pour que quelqu'un à proximité entende. Mon père a entendu. Je sais qu'il a entendu parce que quand j'ai regardé, son sourire avait disparu. L'humiliation publique m'avait présenté d'une manière. La compétence publique me présentait maintenant d'une autre. Et contrairement à sa petite performance sur le porche, cette version avait des témoins qui me respectaient. Ma sœur s'est approchée en premier. Tessa avait l'air malheureuse, moins suffisante qu'avant, mascara trop épais, comme si elle avait mal dormi. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. J'ai dit « Tu peux parler ». Elle a jeté un coup d'œil vers nos parents et a baissé la voix. Tout est devenu fou. Il crie tout le temps maintenant. Maman continue de pleurer. Les gens continuent de poser des questions. J'ai laissé ça s'installer. Puis elle a laissé échapper. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Voilà. Pas tout à fait de la responsabilité, mais plus proche que tout ce que j'avais obtenu auparavant. Tu as donné un coup de pied dans mon sac dans la rue, j'ai dit.
Elle a dégluti. Je sais. Tu as ri. Ses yeux se sont remplis instantanément. Je sais. Je croyais qu'elle le regrettait. Je savais aussi que le regret n'efface pas l'impact. Tu ne peux pas m'emprunter comme une sœur seulement quand la maison devient laide. Je lui ai dit que la laideur existait avant mon départ. Tu n'étais juste pas là où j'étais. Elle a commencé à pleurer là, à côté du stand de sauvetage pendant que des familles portaient des chiots devant nous. Pas des pleurs de film dramatique. Des pleurs humiliants, impossibles à cacher. Quelques minutes plus tard, ma mère est venue, le visage tendu et cassant. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté, regardant autour d'elle pour voir qui pourrait regarder. Pas ici. J'ai failli sourire à cela, car pas ici était exactement le luxe qu'ils m'avaient refusé lorsqu'ils avaient exposé ma vie. Vous êtes venu ici, j'ai dit. Tout. Ma mère a regardé mon badge, mon presse-papier, mes collègues, et quelque chose dans son expression s'est brisé. Peut-être était-ce de la honte. Peut-être était-ce juste la réalisation que j'avais construit une version de moi-même sur laquelle aucun d'eux n'avait aucune prise. Puis mon père a finalement traversé l'herbe. Pas de grande scène, pas de cris. C'était fini maintenant que l'audience pouvait ne pas choisir son camp. Il s'est arrêté à quelques pas et a dit « Tu as l'air occupé ». C'était une phrase si petite, mais pleine de défaite. J'ai hoché la tête. Je le suis. Il a regardé les tables d'adoption, les médecins, les familles, les gens qui me saluaient par mon nom. Pour une fois, il ne semblait pas savoir quel script appliquer. Père sévère, parent lésé, victime publique. Aucun ne convenait, car la vérité qui se tenait devant lui était simple. La fille qu'il avait essayé de réduire à un fardeau était devenue plus difficile à diminuer dès l'instant où elle avait quitté sa maison. Il s'éclaircit la gorge. Les gens ont parlé. Oui, j'ai dit. Ils font ça quand ils regardent un homme jeter les affaires de sa fille sur une pelouse. Ma mère a fermé les yeux. Ma sœur a fixé le sol. Il avait l'air de vouloir se disputer, de réviser, de dire que tout avait été exagéré, mais cet argument exige du pouvoir, et le pouvoir déteste les témoins qui ont déjà pris leur décision. Je n'ai pas pensé, a-t-il commencé. Je sais, j'ai dit. C'est ça le problème. Nous sommes restés là un instant en plein après-midi, entourés d'aboiements de chiens, de serpentins en papier, et de voisins faisant semblant de ne pas écouter. Puis je leur ai donné la seule chose que j'étais prête à donner. La vérité sans réconfort. Je ne reviendrai pas. Je ne vais pas réparer votre maison. Je ne reprendrai plus ce rôle. Ce qui vous est arrivé après mon départ n'est pas quelque chose que je vous ai fait. C'est ce qui était déjà là quand j'ai arrêté de le supporter. Personne n'a argumenté. Pas même Richard. Parce qu'il savait. Ma sœur a essuyé son visage et a chuchoté, « Je suis désolé. » Cette fois, j'ai cru qu'elle le pensait. Ma mère a ouvert la bouche comme si elle voulait demander plus. Une visite, un appel téléphonique, une promesse douce que ce n'était que temporaire, mais je l'ai épargné. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler, ai-je dit. Mais ce ne sera pas parce que vous avez besoin que je rende les choses plus faciles. Ce sera parce que vous avez appris à ne plus me traiter comme si j'étais jetable. Puis Docteur Mercier a appelé mon nom de la table voisine, et je me suis tourné vers le travail. C'était la fin qu'il méritait. Pas moi qui m'effondrais dans leurs bras. Pas une réunion parfaite. Pas un discours cruel pour des applaudissements. Juste moi choisissant ma propre vie devant eux pendant qu'ils comprenaient. Peut-être pour la première fois qu'ils n'étaient plus le centre de celle-ci. Plus tard, lorsque l'événement touchait à sa fin et que le parc commençait à se vider, je me suis tenu seul près de ma voiture et j'ai ouvert le vieil enregistrement de la nuit sur la pelouse. La voix de mon père, le rire de ma sœur, le silence de ma mère. J'ai écouté pendant 5 secondes, puis je l'ai supprimé. Non pas parce qu'il méritait la miséricorde, mais parce que je n'avais plus besoin de la preuve. Les conséquences étaient déjà arrivées. Mon père était devenu un homme que les gens regardaient différemment. Ma sœur avait appris trop tard que la cruauté faite pour l'approbation familiale compte toujours comme de la cruauté. Ma mère avait découvert que la neutralité dans l'abus n'est pas l'innocence. Et moi, j'ai appris la chose la plus difficile de toutes. Parfois, quitter sa famille n'est pas une trahison. Parfois, c'est la seule façon de se sauver soi-même et de les forcer à faire face à ce qu'ils sont sans vouloir pour absorber leur fardeau.
J'avais l'habitude de penser que la famille était pour toujours quoi qu'il arrive. Maintenant, je pense que l'amour qui n'existe que lorsque vous restez petit n'est pas de l'amour du tout. S'il n'apprécie que la version obéissante de vous, la version utile de vous, la version silencieuse de vous, alors s'en aller est peut-être la première chose honnête que vous ferez jamais. Et voici la question que je veux vous laisser.